Bonjour et bienvenue dans Smart Tech. Ma première invitée aujourd'hui est la directrice de rédaction de LinkedIn France. Le réseau social a mis en place un indice de confiance des professionnels et je dois dire que je me suis laissée surprendre par les résultats tout récents qui ont été publiés. Ce sera le point de départ de mon interview avec Sandrine Chauvin dans quelques instants. Ensuite, Victor Sicora nous présentera les news à travers le prisme des réseaux sociaux. Et puis le cœur de cette émission, il sera dédié aux startups qui viennent chahuter le secteur de l'immobilier. J'aurai à mes côtés des acteurs et aussi des spécialistes de ce qu'on appelle la PropTech. Et puis je clôturerai cette édition avec un détour par le Luxembourg. Ça faisait longtemps. Mais avant toute chose, bonjour Sandrine Chauvin. Bonjour. On parle beaucoup de LinkedIn ici et d'ailleurs Victor Sicora, je pense qu'elle va en parler également dans ses news. On est très content de recevoir la directrice de la rédaction pour l'Europe, le Moyen-Orient et l'Amérique latine. Et je disais, vous venez de publier les résultats d'un indice de confiance des professionnels en France. Alors, c'est un niveau d'évaluation de la confiance individuelle qui est noté sur une échelle de -100 à +100. Et il en ressort que l'indice moyen, lui, est plutôt en train de remonter la pente, lentement. Il remonte, mais surtout, il révèle un écart qui s'est creusé entre les hommes et les femmes. Et donc, cela semble montrer, votre étude semble démontrer que finalement, les femmes ont moins bien vécu cette période de confinement que les hommes. Par quoi est-ce que vous avez perçu cette situation et cet écart qui se creuse? Alors l'indice de confiance, donc c'est un indice de confiance qui évalue la confiance sur l'emploi, la carrière et les finances des professionnels. Et c'est un sondage auprès de 3000 personnes sur LinkedIn. Et ce qui ressort effectivement, c'est que l'indice de confiance augmente. Il est à 33 points actuellement, donc c'est plus 3 points par rapport au mois dernier et plus 3 points par rapport au mois de juin également. Donc ça veut dire qu'on est sur une bonne tendance en cette rentrée. Cela étant dit, ce qu'on note, comme vous le soulignez, c'est qu'il y a une vraie différence entre les hommes et les femmes. Les femmes sont moins confiantes que les hommes et il y a une différence de 6 points. Est-ce que c'est moi j'ai été surprise par ce résultat, mais est-ce que c'est quelque chose que vous avez déjà constaté par avant ou c'est vraiment nouveau? Alors, je pense que c'est une tendance de fond, voire même peut-être une tendance sociétale, puisque ce qu'on constate, c'est vraisemblablement de par les postes qu'elles occupent et aussi de par la charge mentale qu'elles assument, qu'elles se sentent moins confiantes. Donc, elles se sentent moins confiantes comment? Donc, on leur a demandé. En fait, elles ont senti une accélération de leur état de stress durant notamment toute la crise du coronavirus et encore maintenant. Elles ont senti aussi une augmentation de leur isolement et une augmentation de leur risque financier. Et tout ceci, évidemment, avec des écarts importants par rapport aux hommes. Et pourquoi? Elles expliquent très bien que, par exemple, quand il s'agit de faire l'école à la maison, elles font davantage école à la maison que les hommes. Et elles font aussi plus la prise en charge des enfants. Donc, c'est les principaux points qu'on remarque. Et vraisemblablement... Donc c'est vraiment le poids de la charge qui a été supplémentaire pendant la période de confinement, qui a reposé davantage sur les épaules des femmes que des hommes. Tout à fait. Et ce qu'elles nous disent aussi, c'est qu'elles se sentent plus à risque quand on regarde l'avenir et le futur de leur emploi et notamment de leur carrière. Elles pensent que cet épisode dans leur vie professionnelle aura un impact. Elles sont plus fragiles professionnellement. Elles se sentent en tout cas plus fragiles de par les 3 points qu'on a évoqués avant, donc le stress, l'isolement et le risque financier. Alors tout le monde ne le sait pas forcément, mais sur LinkedIn, il y a les posts qu'on publie nous-mêmes, membres, et puis il y a donc cette rédaction que vous dirigez. En quoi consiste votre activité? Qu'est-ce que vous mettez en ligne? Alors effectivement, il y a des journalistes chez LinkedIn, il y en a 75 dans le monde, une vingtaine en Europe et 5 en France qui viennent de médias traditionnels et qui ont basculé dans le numérique et sur le réseau social professionnel. Donc notre activité quotidienne et notre but, c'est d'alimenter les conversations sur l'actualité et sur l'actualité économique et business dans chaque pays. Donc tous les jours, par exemple, on publie un récap actu que vous recevez dans vos notifications. C'est une synthèse des 5 grandes actualités du jour. On publie aussi des classements. Top Companies, les employeurs les plus attractifs, Top Startup qui sortira bientôt fin septembre sur les startups en croissance et qui recrutent également, et Top Voices qui sont les membres les plus influents sur la plateforme. Ce sont vraiment des publications dédiées, vous n'intervenez pas du tout dans les posts des utilisateurs de LinkedIn? On n'intervient pas du tout dans les posts des utilisateurs LinkedIn. Par contre, on a aussi un rôle de curation, c'est-à-dire qu'on crée des pages
la une. Je pense que vous l'avez déjà vu sur mobile ou sur Vous votre sélectionnez ordinateur. certains postes. On sélectionne exactement certains Alors, qu'est-ce qu'il faut postes. faire pour être sélectionné? J'imagine qu'il y a plein de gens qui aimeraient se retrouver à la une. Alors, il y a beaucoup de gens qui de se votre retrouvent à la revue de une. presse. D'abord, on réagit évidemment sur l'actualité, aussi sur des conseils, carrière, emploi, etc., bien sûr. Et on sélectionne les gens en fonction de ce qu'ils nous disent et sur leur domaine d'expertise. Par exemple, aujourd'hui, on a eu l'annonce du chômage partiel pour les parents, qui d'ailleurs... Mais il y a quand même des récurrents, hein. On s'aperçoit en fait qu'il y a des membres récurrents qui sont sélectionnés dans ces news à la une. Il y a des membres récurrents, mais c'est ouvert à tout le monde si leur conversation est de qualité et s'ils s'expriment sur leur domaine d'expertise. Alors, il y en a un nouveau qui vient d'arriver, il s'appelle Boris Johnson. Et pour sa première vidéo, il a dit « Allez-y, suivez-moi sur LinkedIn. Dites-moi les sujets sur lesquels vous aimeriez en savoir plus. » En fait, là, on est en train de basculer sur quelque chose d'assez intéressant. C'est-à-dire que les politiques commencent à dire finalement, j'utilise le réseau social LinkedIn pour adresser un type de population, d'électeurs même, on peut dire, qui sont là, en l'occurrence, les entreprises. Ça vous fait porter de nouvelles responsabilités aussi, ça? Alors, c'est une responsabilité qui existe depuis longtemps, puisqu'on a, par exemple, Emmanuel Macron, qui est là depuis le début de Mais il son n'interpelle mandat. pas comme ça directement une partie de ses électeurs. Il interpelle régulièrement les gens et il échange aussi avec les personnes. On a Jean Castex, on a le ministre de l'économie en France, Bruno Le Maire, qui est venu faire une interview live. Parce que là, ce que je veux dire, c'est quand même la différence, c'est qu'il exprime clairement sa volonté d'établir un lien avec le milieu professionnel, avec les patrons. Alors, c'est pas différent, c'est vraiment la même chose. C'est ce qu'on a fait, par exemple, quand on fait un Moi, live. c'est pas ce que je constate aujourd'hui en France quand je suis aussi. Quand on fait un live avec politiques. Bruno Le Maire, par exemple, il vient échanger avec les professionnels. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion d'assister à ce live, il y en aura d'autres. Ils viennent échanger avec directement les patrons de PME, les employés de PME, et ils échangent directement. Par exemple, quand on a fait le live avec Bruno Le Maire, on a des pilotes de Corsair qui, à ce moment-là, sont venus lui poser des questions directement. C'est des gens avec qui n'aurait pas eu l'occasion directement de leur poser des questions. Et vous êtes d'accord Boris Johnson, avec, il vient faire la même chose. En fait. D'accord, bon, pour vous c'est pareil, ok, très bien. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette association qu'on fait parfois en disant c'est un Facebook pro finalement aujourd'hui? Alors, moi, je ne pense pas que c'est un Facebook dans le sens où on reste dans l'univers professionnel. Tout ce que vous faites sur LinkedIn, c'est fait via votre profil, donc indirectement via votre CV. Donc déjà, ça régule pas mal les conversations. Et par ailleurs, les membres, en tout cas, nous, c'est ce qu'on voit, et on a vu là une augmentation avec toute la crise de 60% des conversations, restent sur des sujets professionnels, sur leur domaine d'expertise, pour aussi développer leur propre carrière et leur propre... valeur ajoutée sur la plateforme et se positionner en tant que professionnel. Ce qui est évident en tout cas, c'est que le succès de LinkedIn repose énormément sur l'éditorial et sur les contenus. Merci beaucoup Sandrine Chauvin, directrice de la rédaction de LinkedIn France, d'être passée par le plateau de Smart Tech. Je vous garde un peu avec moi, on va enchaîner avec des news. Bonjour Victoire Sicora, qu'avez-vous repéré sur les réseaux sociaux? Alors vous le savez, Delphine, se motiver seul pour un footing, c'est pas facile tous les jours et un coach sportif, ça coûte très cher. Alors la solution, ça pourrait être ça. Regardez ce que je vous ai trouvé sur LinkedIn, un coach en hologramme. Et ça fait le buzz, hein. Beaucoup de personnalités de la tech ont partagé la vidéo et les commentaires sont très enthousiastes. Grâce à l'intelligence artificielle, cet hologramme peut être programmé selon vos envies, vos capacités et vos challenges quotidiens. Et il suffit de définir votre trajet sur GPS en amont. Côté équipement, il faut chausser des lunettes de réalité augmentée. Leur particularité, elles sont ultra légères et pèsent juste 90 grammes pour une autonomie de 6 heures. L'entreprise GoSpacer a pensé à tout, hein. Il existe bien sûr une app et il est possible de coupler son hologramme à sa montre connectée. Pour l'instant, le produit n'est pas encore lancé, mais il fait l'objet d'une campagne sur Kickstarter où on peut précommander le set complet pour 194 €. Voilà, une news sur LinkedIn supplémentaire. On passe à Instagram. C'est sur un compte spécialisé dans les inventions tech Electronic Geeks que je vous ai trouvé cet animal de compagnie 2.0. C'est un chien robot et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il fait plus vrai que nature. Regardez-le s'étirer. Alors la question que se sont posées les internautes, c'est est-ce un robot? Est-ce une animation? Si tout est fait dans cette vidéo pour vous laisser croire à un robot dernière génération, les commentaires sont unanimes. C'est une animation et c'est la langue du chien qui aurait trahi le créateur de la vidéo. En termes de chien robot, on n'en est pas encore là. Pour l'instant, le plus évolué, c'est Aibo, le chien de garde créé par Sony, sans oublier les robots à 4 pattes qui font régner la distanciation sociale à Singapour.
Le tweet du jour, Victoire. Je vous apprends rien, hein, avec cette crise sanitaire, les concerts, c'est plus ce que c'était. Et certains ont décidé d'utiliser cette occasion pour se spécialiser dans l'événementiel numérique. Fortnite, le jeu vidéo au cœur de la polémique avec Apple, souhaite devenir le lieu incontournable des tournées musicales. Et Fortnite a d'ores et déjà annoncé de nouveaux concerts. Le 12 octobre, ça sera Dominique Fike qui se produira dans le jeu vidéo. Si vous aviez manqué les premiers concerts sur Fortnite, regardez cette vidéo. C'était pendant le confinement. Travis Scott y donnait un concert qui a fait du bruit. Pour accéder à ces représentations inédites, il faudra que les joueurs se rendent sur l'île Party Royale. Les fans sont absolument conquis. Bon, alors ça, c'était pas le tweet du jour, mais on va passer au tweet du jour. C'est un tweet de Netflix, et je vous le lis. Pourquoi on devrait faire une série sur ta vie? Une question, 26 000 likes en quelques heures, 7 000 commentaires. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que les tweetos ont fait preuve d'imagination pour retenir l'attention des équipes de Netflix. Alors certains ont choisi l'humour, hein, vous vous en doutez. D'autres ont pris le tweet très au sérieux, en pitchant carrément des idées de scénario. Alors qu'est-ce qu'il y a derrière ce tweet? Une envie de buzzer, ou plutôt la volonté d'impliquer la communauté dans la création d'une série? Connaissant Netflix, il est possible que ça soit la deuxième option. C'est une affaire à suivre. Merci Victoire Sicora. Sandrine Chauvin, on trouvera plein d'autres news à suivre sur LinkedIn France, j'en suis persuadée encore aujourd'hui. Nous, on va enchaîner tout de suite avec ce qui fait bouger l'immobilier. Alors, n'allez pas dire à mes invités que l'immobilier se complaît dans un certain immobilisme. A priori, ils sont la preuve du contraire. Je vous les présente tout de suite. Delphine Merle, cofondatrice de Whitebird, qui s'attaque à la transformation numérique des syndics et de la gestion des biens immobiliers. Et Nicolas Kozubek, vous êtes directeur de Propel by MIPIM. MIPIM, c'est le marché international des professionnels de l'immobilier. Et je précise d'ailleurs que la chaîne Bismart sera présente en tant que partenaire média. Jade Francine, vous êtes cofondatrice de WeMaintain, une plateforme de services de maintenance d'ascenseurs qui veut secouer un marché à 35 milliards de dollars. Et Massimo Magnifico, directeur des opérations d'Eura Technologies, vous vous apprêtez à ouvrir un incubateur qui sera vraiment dédié à l'immobilier. Delphine Merle, un peu de vocabulaire d'abord. Vous êtes une professionnelle de l'immobilier commercial depuis près de 15 ans. Tout à fait. Qu'est-ce que ça veut dire PropTech? Parce que c'est le raccourci de Property Technologies. Mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement de s'assumer comme une PropTech par rapport à un acteur classique de l'immobilier qui va utiliser Internet comme tout le monde? Exactement. Donc, le sujet de la PropTech est très intéressant. C'est un métier, l'immobilier, qui a eu un certain immobilisme, on va dire, dans la façon d'opérer ces métiers depuis quelques années. Et la digitalisation est un levier formidable pour faire évoluer la façon dont on gère ces métiers de service dans l'immobilier. Et donc la PropTech réunit tous les acteurs qui ont cette volonté de faire avancer les métiers de l'immobilier. Donc des services, comme WeMaintain. Donc c'est pas juste une petite évolution, une petite transformation, la PropTech. Pour vous, c'est vraiment des acteurs qui viennent révolutionner la manière d'opérer dans ce secteur. Tout à fait. Nous, notre objectif, c'est de transformer l'industrie de l'administration de biens, par exemple. On a un réel enjeu sur cette transformation. Nicolas Kozubek, vous, dans quelques jours, on va s'ouvrir le Propel by MIPIM, c'est comme ça qu'on le présente. C'est donc le rendez-vous, on va croiser tous les poids lourds du secteur de l'immobilier. Cette année, elle est un peu particulière, bien évidemment, puisqu'on est en sortie de confinement et que les événements sont un peu compliqués à organiser. Pourtant, vous avez tenu, vous, à le maintenir de manière présentielle. Est-ce que vous aurez une grande part de représentation de la PropTech lors de cet événement, où on retrouvera les historiques comme d'habitude? Alors, l'ADN même de l'événement Propel by MIPIM, qui aura lieu le 14 et le 15, c'est de créer ce point de rencontre. Exactement, c'est créer ce point de rencontre entre les acteurs traditionnels de l'immobilier et les acteurs innovants. Donc, ça on a combien de pourcentage entre les deux? Alors, au global, ce qu'on avait l'an dernier, c'est à peu près 40% d'acteurs traditionnels de l'immobilier, 40% qu'on va appeler acteurs tech, et les 20% restants plutôt du profil investisseur. Donc c'est un équilibre qu'on arrive à trouver et développer, parce que c'est comme ça que ça va fonctionner. C'est-à-dire que les PropTech tout ensemble, si elles ne se parlent qu'elles-mêmes, ça ne fonctionne pas. Donc il faut créer les points de rencontre. C'est absolument fondamental, parce que le changement est complexe en vrai, et c'est à travers ces rencontres durables qu'on arrivera à faire quelque chose dans cette industrie. Jade Francine, vous au départ, vous n'êtes pas du Sérail. Non, en effet. Vous avez une expérience en droit des affaires, internationale d'ailleurs, et c'est une rencontre en Chine. Vous êtes avec l'un de vos associés qui, lui, a travaillé auparavant chez Orpi, Otis, pardon.
excusez-moi, Otis, les ascenseurs, qui vous a donné l'idée de changer complètement de direction et donc de vous lancer dans la création d'une plateforme de maintenance d'ascenseurs, une plateforme de service qui, si je simplifie, connecte des techniciens en fait avec des copropriétés? À peu près, oui. Ouais. Alors là où c'est un peu plus complexe, entre guillemets, c'est qu'en fait, certes, on fait cette partie mise en relation, mais ensuite, on est vraiment derrière en support, aussi bien pour apporter tout ce qui est information, tout ce qui est pièces détachées. Donc, c'est pas juste une mise en relation et après, on s'en va. C'est quand même... Alors qu'est-ce qui fait que ça n'existait pas? Parce que c'est pas très compliqué finalement d'avoir cette idée de se dire eh ben, on va mettre une plateforme où on peut faire de la mise en relation simplement grâce à Internet, quoi, une marketplace en fait. Alors, je pense que ça n'existait pas avant, parce que justement, on en discutait juste avant de rentrer sur le plateau, c'est qu'il faut quand même connaître ces secteurs qui sont réglementés, qui sont qui sont implantés en fait depuis toujours. Et donc moi, j'ai la chance en effet d'avoir un associé qui connaissait ce secteur, qui venait de ce secteur, qui du coup a eu l'idée. Il a essayé un peu de la faire bouger en interne, et vu que ça prenait pas ou que c'était trop long, souvent c'est dit bon bah finalement C'est on va le compliqué créer. à faire bouger. On va le créer, voilà. dans Et une là où société installée. et c'est un petit peu différent aussi, c'est que certes, on s'attaque à la copropriété, qui est un marché important, mais aussi finalement, là où on apporte beaucoup de services, c'est sur tout ce qui est immeubles de bureaux. Aujourd'hui, 70% des ascenseurs qu'on maintient sont dans des immeubles de bureaux en Île-de-France. Et il y avait vraiment un besoin de réactivité, de transparence de l'information, et on a su y répondre. Et vous aviez quelle image du secteur avant de rentrer dedans? Je ne sais pas, qu'est-ce que vous en pensez, vous? Ah non, mais c'est une question que je vous pose à vous. Oui, non, mais bon, parce que je crois qu'ils connaissent bien ce secteur. Un petit peu finalement assez fermé à l'innovation, assez peu de diversité au sein des effectifs. Voilà, pour moi, c'est le milieu un peu old school, masculin. Enfin voilà, là j'y vais. Et finalement, c'est là où on se dit, c'est parfait, il y a plein d'opportunités pour faire un peu bouger les lignes. Et c'est vrai que quand on est outsider, comme moi je l'étais, c'était plus facile. Massimo Magnifico, Eura Technologies, donc c'est un incubateur de start-up. Enfin, du coup, on trouve tout. On trouve des deep tech, de la fintech, de l'e-commerce, de la robotisation. Comment est-ce que vous classez la PropTech en matière de dynamique? Bon, clairement, vous l'avez dit, tous les secteurs que vous avez cités sont les secteurs qu'on a, nous, adressés en premier. Donc, ça veut dire que la PropTech arrive finalement assez tardivement. C'est le petit dernier. Okay. C'est le petit dernier. Sur un marché qui est évidemment porteur d'une valeur énorme, je pense que c'est 20% du PIB mondial, l'immobilier. Donc, on voit bien le potentiel que ça peut amener. Par contre, le numérique n'a pas encore impacté de manière significative ce milieu. Et c'est à ça qu'on s'attaque aujourd'hui. Parce qu'on commence à avoir une émergence de start-up dans ce domaine qui sont issus de notre propre écosystème ou de l'écosystème français en général. Mais deux aussi parce que les acteurs de l'immobilier aujourd'hui s'adressent à nous pour les aider à innover et à trouver des solutions et des innovations durables. Alors pourtant, ça fait quelque temps qu'on voit, par exemple, les agences immobilières proposer des visites virtuelles à 360. C'est quand même pas tout nouveau, ça, par exemple. Oui, c'est vrai. C'est vrai que ça, c'est pas tout nouveau. Par contre, il y a beaucoup de choses à faire aujourd'hui, notamment dans les immeubles et en relation en B2B, notamment sur des sujets comme les services à l'usager, mais aussi sur le traitement de l'énergie, par exemple. Alors, Delphine Merle, vous avez quand même quitté une boîte du CAC 40, hein? Tout à fait, pour me lancer dans les syndics et la gestion locative. Oui, c'est ça. Donc là, tout récemment, d'ailleurs, en 2020, tout à fait. L'aventure a démarré pour vous. Ouais. Vous êtes associé à un entrepreneur de la tech, exactement, vraiment, qui s'appelle Benoît Richard. Et ensemble, donc, vous montez Whitebird. L'idée, c'est de vraiment donner un coup de pied dans la fourmilière. Parce que je pose cette question-là pour voir un petit peu d'où on part, quoi. Tout à fait. C'est vraiment notre ambition, c'est de transformer le métier du syndic et de la gestion locative pour passer d'un métier... Il n'y avait pas moyen de le faire de l'intérieur? On fait de l'intérieur. Nous, on est administrateur de biens. Non, je veux dire de l'intérieur, là où vous étiez. Alors oui, là où Unibail, voilà, tout à fait. Unibail Rodam Covatul, qui est un opérateur surtout de centres commerciaux. Donc là, je m'attaque plus au marché du logement. Voilà, donc c'est des marchés différents et en B2B et en B2C. Donc c'est effectivement un marché assez profond. Et donc sur la question de la gestion des immeubles en relation avec le copropriétaire, le digital est un super levier pour en fait nous transformer d'acteurs, on va dire de la paperasse et de l'administrative en acteurs de la valorisation du patrimoine de nos clients.
Et c'est ça qu'on fait aujourd'hui grâce à l'amélioration de nos process et d'une plateforme numérique qui soutient cet effort de transformation de ce métier. Et c'est quel type de technologie qui permet de faire ces petites révolutions au quotidien? Des applications mobiles, des marketplaces? Qu'est-ce que vous utilisez concrètement comme Alors concrètement, on va donner des exemples concrets. Notre objectif d'ici fin 2021, c'est d'avoir 0 papier pour nos collaborateurs, donc de gagner énormément de temps dans la gestion administrative des biens. Aujourd'hui, on observe déjà depuis le début de l'année environ une quinzaine de pourcents de gains de productivité pour nos équipes, avec l'objectif qu'elles puissent passer 70% de leur temps sur le terrain. Parce que nous, on a un métier de terrain, on ne fait pas de l'immobilier derrière un ordinateur, on fait de l'immobilier en étant sur place, en connaissant le réseau des fournisseurs, en connaissant les clients, en connaissant les particularités d'un immeuble. Et donc nous, vraiment, notre objectif, c'est que grâce à cette plateforme digitale, nos collaborateurs puissent passer du temps là où ils créent de la valeur. Nicolas Kozubek, la semaine prochaine, j'ai demain, on n'y est pas encore, la semaine prochaine, au salon, vous allez avoir de très belles têtes d'affiche que je serais ravie d'inviter ici, vous savez, notamment Steve Wozniak, cofondateur d'Apple. Absolument. Qu'est-ce qu'il vient faire sur un salon de l'immobilier? Expliquez-moi. Alors, une des façons, à notre avis, de transformer l'immobilier, c'est aussi de donner de l'air et donner des perspectives et d'inspirer. Et notre programme de conférence est à la fois composé d'intervenants qui sont des experts de l'immobilier, mais d'autres qui, à travers leurs innovations sur d'autres secteurs, vont pouvoir inspirer et ont déjà inspiré beaucoup de gens. Je pense qu'autour de cette table, beaucoup de gens ont Apple quelque part, pas très loin. Il y a sans doute une raison, et quelqu'un comme Steve Wozniak, en fait, va être là pour inspirer, donner un regard sur une autre industrie pour que les gens finalement se disent ok, ça peut aussi se passer chez moi et je dois être attentif parce que si c'est pas moi qui le fais, c'est peut-être le concurrent aussi. Donc il y a une volonté de créer une dynamique en inspirant les gens à travers un programme qui ne se limite pas que à des conversations techniques sur l'immobilier. Donc là, vous faites de l'acculturation aussi des professionnels. Exactement, et c'est totalement revendiqué parce que, comme vous le disiez, alors pourquoi on ne peut pas le faire de l'intérieur? On peut le faire de l'intérieur, ça prend du temps, c'est complexe, c'est des questions de gestion du changement, de politique de formation, de politique de recrutement, des enjeux de pouvoir aussi, on est obligé de le reconnaître. Et donc tout ça, il faut essayer à la fois de le traiter, mais à la fois de se donner un petit peu de respiration et d'inspiration. Alors de voir arriver les startups aussi, ça doit permettre d'accélérer le processus pour ne pas perdre ses parts de marché. Je pense notamment à Jade Francine, qui vise les 35 milliards de dollars de marché de maintenance des ascenseurs. Aujourd'hui, il y a 4 mastodontes sur ce marché. On l'a cité, Otis, Schindler, Thyssen et Kone. Vous pensez vraiment que vous avez une possibilité de leur prendre des parts et de leur disputer une partie du gâteau? En fait, c'est déjà en cours, c'est déjà commencé depuis le début. C'est-à-dire qu'on a, vraiment, notre démarche a été d'écouter les clients, de comprendre quelles étaient les insatisfactions. On y a répondu notamment avec beaucoup de digitalisation, mais aussi du service sur le terrain. On est assez proche de Whitebird à ce niveau-là. Et oui, on y a été, on a expliqué, on a répondu à ses besoins, on a prouvé qu'on savait le faire. Donc au début, c'est vrai quand on est start-up, souvent les grands groupes nous regardent en disant on va voir. En plus, l'ascenseur, ça touche à la sécurité, donc c'est quand même assez. Voilà, tout le monde nous regardait en disant est-ce que ça a marché, est-ce que ça a marché. En fait, ça a marché. Et du coup, ensuite, le positionnement des grands groupes, c'était ça marche, je vous en donne plus. Donc nous, notre plus bel exemple, c'est Alliance Real Estate qui a testé sur quelques immeubles en 2019. Fin 2019, ils ont dit vous savez quoi, en fait, on vous donne tout le parc en Ile-de-France parce que ça nous plaît. Et en fait, on a ça avec de plus en plus de clients où ils nous passent de plus en plus d'immeubles, en fait, parce que en fait, également, il n'y a pas forcément d'alternative, notamment parce que dans les grands groupes, donc notamment chez les majors de l'ascenseur, ça prend du temps. Et c'est pas lié du tout au monde de l'ascenseur. C'est juste c'est des structures il y en a qui sont centenaires et ça prend du temps. Il y a des enjeux de politique. Donc oui, on a de la place pour s'attaquer commencer à les chatouiller un petit peu. Oui, et je pense aussi le fait qu'on travaille avec nous, c'est 80% de nos clients, c'est vraiment des grands groupes de l'immobilier. C'est une preuve que c'est possible, en fait, que les startups peuvent travailler avec ces grands groupes quand il y a des intérêts communs. Et qu'en fait, au final, je pense que ce qui compte vraiment, c'est pas tant grand groupe ou start-up, c'est quelle est la solution, quel est le service proposé. Euratechnologies, je disais, va ouvrir un incubateur, c'est quand, le 23 septembre 23 septembre, oui, tout à fait. Qui sera vraiment dédié au PropTech, donc à l'immobilier. Qu'est-ce qui justifie ça, d'avoir un incubateur spécifique pour ce secteur? Le potentiel du secteur, la demande en innovation et la demande d'accompagnement également des acteurs. Et là, on ne parle pas que des grands groupes, on parle de toute la chaîne de valeur de l'immobilier. Donc on est soutenu dans cet incubateur par plusieurs entreprises qui cofinancent avec nous le fonctionnement de
de l'incubateur, c'est à la fois des toutes petites entreprises, on a même les notaires d'ailleurs qui nous accompagnent, mais aussi des ETI et des grands groupes. On l'a vu, c'est hyper complexe d'innover de l'interne pour toutes les raisons que vous avez citées. Donc aujourd'hui, ces entreprises ont accepté de finalement sous-traiter une partie de leur innovation et de faire émerger une partie des solutions et des produits qui vont lui permettre de rester compétitif demain. Vous voyez arriver des technologies qui sont vraiment disruptives. Là, vous êtes en plein dans l'organisation finale de ce salon. Est-ce que vous voyez arriver vraiment des innovations qui peuvent changer la donne sur le secteur de l'immobilier ? Alors Massimo Nicolas parlait Kozubek. tout à l'heure notamment des questions de développement durable et de maîtrise des énergies. Ouais. Nous, on organise une startup competition où donc on va sélectionner parmi plus de 150 candidats des finalistes qui participeront mardi prochain à cette grande finale européenne. Parmi elles, en fait, on en a sélectionné 2 qui sont sur ces questions de développement durable et de maîtrise des énergies, mais avec des approches extrêmement originales. La première, qui s'appelle Géosophie, a en fait décidé d'investiguer les sous-sols pour savoir comment retirer de l'énergie des sous-sols pour finalement produire de la climatisation ou du chauffage au niveau des bâtiments. Donc c'est extrêmement innovant parce que c'est associé à de la recherche et de l'ingénierie extrêmement profonde. Et finalement, ce type de solution, je les trouve très disruptives parce qu'elles apportent un nouvel éclairage, parce que c'est au-delà de l'applicatif. La deuxième, c'est Thermotera. Alors, Et c'est de la R&D qui émerge d'une start-up ou qui émerge d'un centre R&D ou d'une boîte plus importante ? C'est vraiment d'une start-up. Okay. Et Thermotera, qui est une société israélienne, travaille sur l'énergie qu'on peut générer à travers l'humidité. Alors, très honnêtement, je ne suis pas un spécialiste. J'ai été très surpris, mais j'ai regardé les dossiers. Et c'est passionnant, en fait, parce que ça dépasse vraiment, encore une fois, simplement un site web, une application. Il y a plusieurs niveaux de transformation. Et on voit là, potentiellement, alors à moyen terme, peut-être à long terme, des solutions totalement inattendues qui peuvent arriver. Et c'est intéressant parce que ça lie aussi des talents variés, des talents dans l'ingénierie, des talents commerciaux, des talents tech, qui se retrouvent finalement pour créer de nouvelles choses. Et c'est absolument passionnant quand on s'y penche. Delphine Merle, vous avez 3 activités avec Wybird, syndic de copropriété, gestion locative et transactions immobilières. Tout à fait. En quoi ces 3 activités, typiquement, avaient besoin d'être repensées selon vous ? Qu'est-ce qui fonctionnait moins bien ou plus ? Alors, sur les 2 premiers métiers, donc le syndic et la gestion locative, c'est des métiers qui peut-être continuent à être opérés de la même façon qu'il y a 20 ou 30 ans, donc très décorrélés des nouveaux outils de communication, et avec surtout un état d'esprit peut-être trop éloigné de la satisfaction client. Aujourd'hui, nous, on essaye vraiment de mettre au cœur de nos préoccupations et de celles de nos équipes la satisfaction client et la valorisation du patrimoine. Donc, je donne un exemple. Moins d'outils de communication. De communication. Par exemple, je sais que c'est un sujet un peu poil à gratter. Il y a beaucoup de gens qui me disent « mais je n'arrive jamais à parler à mon syndic, ils ne répondent jamais au téléphone ouais. ». Ça, on me le dit tout le temps. On me le dit tout le temps. Donc nous, on observe ça. On gère déjà une centaine d'immeubles, donc on commence à avoir un panel qui nous permet de bien observer ce qui se passe. Et c'est vrai que ça a été un de nos premiers chantiers. C'est comment est-ce qu'on arrive à obtenir un taux de réponse au téléphone correct, voire de 100%. Et ça, c'est ce qu'on vise d'ici fin octobre. Donc là, on a un pourcentage qui ne nous plaît pas encore tout à fait et on vise 100% de réponse au téléphone d'ici fin octobre. Donc ça, ça semble anodin, mais c'est des grandes évolutions pour ce métier qui peut-être n'ont pas été tournées historiquement suffisamment vers la satisfaction client. C'est-à-dire que là, ça devient une priorité en fait du business model presque. Tout à fait. C'est vraiment l'obsession. Et donc pour ça, il faut donner des bons outils à nos collaborateurs. Il faut qu'ils soient équipés. Il faut qu'ils puissent être eux-mêmes mobiles. On voit avec la crise du Covid que travailler du bureau, c'est pas forcément la solution. Donc ils sont tous équipés d'ordinateurs portables, de tablettes, et ils peuvent faire leur travail dans un immeuble avec un technicien de chez WeMaintain. Il n'a pas besoin de repasser au bureau pour faire valider le devis. Enfin voilà, on est dans une chaîne où en fait l'ensemble des acteurs deviennent mobiles et digitalisés, ce qui permet de gagner un temps incroyable et surtout de gagner aussi en transparence sur les actions qu'on fait pour améliorer l'immeuble. Et d'ailleurs, Jade Francine, vous êtes obligée de travailler aussi avec les techniciens justement sur leur numérisation à eux, non ?
Oui, bah, Ça change leur métier un peu. oui, totalement. Bah, pour le coup, c'était vraiment une demande de leur part parce qu'eux disaient, finalement, on nous propose des outils, mais qui ne sont pas du tout adaptés à la réalité du terrain. Donc, finalement, ça nous prend plus de temps. Il y avait aussi cette impression que parfois, il y avait un peu des mouchards. Enfin, ce n'était pas très bien vécu. En fait, la digitalisation était assez imposée, n'était pas forcément bien vécue de la part des personnes du terrain. Et donc, nous, c'était... Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas été expliquée simplement ou... Alors, il y des avait maladresses. question, je pense, d'explication, changement un peu brutal. Aussi, je pense, un vrai manque de concertation. Donc, nous, c'est pour ça qu'on a vraiment fait cette démarche de toutes les fonctionnalités, tout. En fait, les techniciens sont impliqués. On répond, en fait, à leurs demandes. On l'a fait même avant, en fait, la partie client, parce qu'on s'est dit, si le technicien a ses bons outils, que ça se passe bien, du coup, le client, lui, il aura l'information en temps réel, sans filtre, il saura tout ce qui se passe. Donc, on est vraiment parti du technicien pour mieux servir le client. Et aujourd'hui, c'est hyper agréable. En fait, tout se fait naturellement, les rapports en temps réel, des informations. Enfin, c'est beaucoup plus simple. Alors qu'avant, en effet, côté gestionnaire, la revendication, c'était en fait, je ne sais pas ce qui se passe. J'ai une panne, je ne sais pas quand est-ce qu'il arrive, je ne sais pas pourquoi je dois payer, je ne sais pas, je ne comprends pas. Donc nous, on s'est dit, il faut des bons outils. Pareil, on a conçu des capteurs IoT qu'on met sur les ascenseurs. Ça a été conçu avec les techniciens pour savoir est-ce que les informations qu'on va vous remonter, ça vous sert pas, parce que c'est super d'avoir l'information, mais si en fait ça vous sert pas, vous l'utilisez pas, c'est de la R&D qui sert à rien. Donc c'est un peu dommage. Donc tout ça, en fait, à chaque fois, c'est main dans la main, les techniciens, les clients, et en fait, c'est hyper vertueux. Enfin, je pense qu'il y a un moment où c'est assez naturel et c'est assez vertueux. Ça prend un peu de temps au début quand même. Oui, au début, notamment pour ces questions un peu de diversité au sein des équipes. C'est vrai que chez nous, moi, c'est quelque chose que j'adore. Je peux en parler pendant des heures, donc je vais faire court, mais je trouve ça merveilleux de voir finalement des gens qui ne se seraient jamais rencontrés travailler ensemble. Donc un data scientist, un technicien, un gros client de l'immobilier, et ils viennent en fait et puis ils échangent. Est-ce que ça va marcher? Par exemple, on a plein de choses maintenant sur la levée de réserve. Je ne vais pas rentrer là-dedans, c'est un peu technique, mais pour les gens de l'immobilier, vous savez bien ce que je veux dire. Et du coup, on a conçu tout ça ensemble. Et en fait, ces gens échangent, le marketing s'y met aussi. Et je sais pas, il y a vraiment une dynamique très, très vertueuse. Alors, ce temps nécessaire, souvent, on le passe dans un incubateur, en fait. C'est aussi à ça que servent les incubateurs. C'est donner du temps aux startups, leur permettre de travailler avec leur écosystème. Pivoter aussi, Et c'est pivoter. important. Bien trouver, bien identifier la problématique et puis faire pivoter son modèle et sa proposition de valeur vers le vrai besoin client, vers la vraie pain, en fait. Et là, on répond bien à une pain, et ici aussi, de toute façon. Et pain, c'est un problème. Un gros problème. Un gros problème qui fait mal. Qui fait mal. Est-ce que vous avez, vous aussi, déjà pisté quelques innovations là, qui pourraient encore changer la donne dans les mois ou les années à venir? Je pense qu'il y en a beaucoup. C'est-à-dire que sur la première phase de la PropTech, on a plutôt été autour de technologies, autour du BIM, autour de l'IoT. La deuxième. Donc BIM, juste simplement, tout le monde n'est pas hyper expert en immobilier dans SmartTech. BIM, c'est un logiciel en fait qui permet à tous les acteurs de la construction de travailler ensemble sur des maquettes virtuelles. Exactement. Virtualiser, monitorer aussi. Quelques notions de base. C'est bien, C'est très bien. C'est ça, ok. Voilà. Et les Donc objets connectés. ça c'est fait, on va dire. Ça, c'est fait. Aujourd'hui, ça fonctionne plutôt bien. De toute façon, c'est même devenu réglementaire de toute façon. Donc, tous les nouveaux bâtiments possèdent une maquette BIM. D'accord. Maintenant, il faut aller plus loin. Le BIM, l'IoT, c'est fait. L'étape d'après, c'est comment est-ce qu'on fait discuter ces IoT ensemble. Donc les objets connectés. Les objets connectés. Comment est-ce qu'on intègre de l'intelligence artificielle dans les bâtiments? On parlait tout à l'heure de l'énergie. Un bâtiment va devoir demain produire sa propre énergie, mais il va aussi devoir apprendre à gérer le stockage et la distribution de son énergie. Alors qu'il va devoir, en fonction de la période, en fonction de ses occupants, des usages des occupants, maîtriser la distribution de l'énergie dans le bâtiment pour pouvoir finir la journée finalement, puisqu'il devra utiliser ce qu'il a produit uniquement. Donc tout ça, ça va amener de nouveaux usages, ça va amener aussi, grâce à des nouvelles technologies qui sont émergentes, comme on parle de blockchain for things maintenant, ou of things, donc la blockchain qui vient écrire finalement une opération et certifier une opération. Pour des transactions immobilières. Pas que, elle pourrait demain aussi intervenir pour dire l'objet connecté a bien réalisé la tâche qui était intégrée au contrat de WeMaintain. Donc ça, c'est une traçabilité qui va demain aussi se développer. Et puis, on pense aussi à la cybersécurité, parce que évidemment, on va avoir tout un afflux de données, et ça va générer des opportunités de piratage, et donc il faudra protéger également ces systèmes-là. Vous aurez Roxane Varza qui sera là aussi pour l'événement Propel by MIPIM en tant qu'incubateur. Et elle va parler de quoi spécifiquement? Est-ce que chez Station F aussi, il y a la volonté d'axer sur la PropTech?
Alors, ça fait forcément partie des sujets qui les occupent, entre de nombreux sujets. Je pense que c'est pas très différent de la technologie à ce niveau-là. En fait, elle va intervenir sur une session spécifiquement sur les conséquences en fait de la crise alors j'allais dire qu'on a vécue, qu'on est en train de vivre, Oui. sur les investissements justement dans la PropTech, avec peut-être des risques à certains niveaux et peut-être des nécessités de pivoter ou d'adapter un petit peu les démarches d'accompagnement en fonction d'un nouveau contexte. Et alors ces investissements justement sur les PropTech, ils montent en flèche là? On est à plus combien si Ils je ont prends doublé l'année entre précédente 2018 et 2019 en Ils ont France. doublé. Ils sont passés de 200, enfin même plus que ça, de 200 à 500 millions d'euros. Ça représente quand même très peu au niveau mondial. Les États-Unis, c'est 60% des investissements. L'Europe, c'est à peu près 15% des investissements. Donc on voit qu'on a aussi encore beaucoup de retard sur ces sujets-là. Mais ça progresse. Très bien, merci beaucoup Delphine Merle de Whitebird, Nicolas Merci. Kozubek de Propel by MIPIM, Jade Francine de Womentain et Massimo Magnifico d'Aura Technologies. Je vous garde avec moi parce que juste après la pause, on part au Luxembourg et il y a notamment une petite actu qui devrait vous intéresser. Nous sommes de retour sur le plateau de Smartech. Delphine Merle, Nicolas Kozubek, Jade Francine et Massimo Magnifico sont toujours avec moi, les experts de la PropTech. Et nous allons parler de la rentrée au Grand-Duché. Alors, elle démarre plutôt bien, a priori, puisque le Luxembourg, en cette période post-Covid, s'est quand même vu doublement confirmer le maintien de la meilleure notation offerte par les agences financières. On va voir ce qu'il en est de l'écosystème tech. Et puis surtout, je l'ai un petit peu annoncé, on va parler d'une actualité, une exclusivité de Silicon Luxembourg à propos de l'immobilier et des PropTech. Bonjour Charles-Louis. Bonjour Delphine. Charles-Louis Machuron, donc fondateur de Silicon Luxembourg. Alors allez-y, annoncez-nous votre exclusivité. Et donc l'exclusivité ce matin, on s'est bien coordonné puisque c'est une exclusivité PropTech, à savoir que la start-up Coconut, spécialiste du co-living, vient d'annoncer un premier tour de table de 110 000 euros, associé à une poche de financement de 15 millions d'euros. Donc il y a une dizaine de business angels qui viennent de rejoindre ce premier tour de table et qui ont confirmé donc à la start-up qu'ils allaient aussi s'engager à investir et à rénover des bâtiments pour mettre en place du co-living au Luxembourg. Et alors on retrouve qui derrière cette nouvelle PropTech à succès ? Alors déjà derrière cette PropTech, on retrouve deux jeunes entrepreneurs, Aurélien et Nicolas. Alors ils se sont rencontrés, tous les deux travaillent dans une banque et puis ils ont eu ce projet de lancer leur start-up de co-living. Aujourd'hui, donc ils ont réussi à convaincre une dizaine d'investisseurs, des investisseurs donc très présents dans le domaine immobilier et dans le domaine PropTech, puisqu'on parle de Innoway, qui est le leader de l'immobilier ici au Luxembourg. Également des entrepreneurs comme Laurent Rouache, qui est un entrepreneur qui investit énormément dans la PropTech et qui est également le président de l'association Lux PropTech, qui rassemble donc à la fois les startups et les entreprises du secteur, une association très dynamique et aussi très, très récente qui date d'il y a quelques mois. Et puis on retrouve également Jérémy Charrois, qui est un entrepreneur français bien connu, qui a notamment fondé Lab, dont il a fait une exit il n'y a pas très longtemps. En plateau, ces business angels, vous les connaissez un peu, ces investisseurs? PropTech et Laurent, oui, c'est des partenaires. On connaît comme toutes ces associations qui font beaucoup bouger. Et le Luxembourg s'est mobilisé depuis plusieurs mois là-dessus. Oui, avec une ambition d'aller à l'international, de sortir des frontières du Grand-Duché, Charles-Louis, j'imagine. Effectivement, donc la start-up commence au Luxembourg, mais elle a déjà des ambitions internationales, notamment vers la France et la Belgique. Alors, on va passer à une actu fintech luxembourgeoise. Tout à fait. Donc, en cette rentrée, l'actualité est assez brûlante au Luxembourg et je vais vous parler d'une fintech qui vient de lancer une plateforme. Donc, la fintech s'appelle SnapSwap. Ils viennent de lancer une plateforme en partenariat avec Mastercard. La plateforme s'appelle Everest et elle permet, cette plateforme, aux petites entreprises et aux startups de pouvoir gérer leurs dépenses et leurs paiements avec des cartes virtuelles ou des cartes physiques, mais de pouvoir gérer à la fois plusieurs cartes et donc de pouvoir
mieux analyser leurs dépenses en temps réel. Donc c'est vraiment une des pépites luxembourgeoises, SnapSwap, qui a créé ce partenariat et qui l'a annoncé il y a quelques jours. Alors évidemment, l'actualité, la crise sanitaire fait aussi pas mal bouger le secteur de la santé. Qu'est-ce que vous avez du côté du Luxembourg ? Alors du côté du Luxembourg, effectivement, il y a eu beaucoup d'initiatives ces derniers mois, notamment avec la crise du Covid. Et j'avais envie de vous parler d'une start-up qui nous a parlé donc de son histoire et de son innovation qui s'appelle VoiceMed. VoiceMed, en fait, permet de détecter les symptômes du Covid par téléphone. Donc à la fois il y a une couche d'intelligence artificielle, mais ils ont également pu enregistrer des milliers de voix de patients atteints du Covid, et en créant cette base de données de voix, ils peuvent détecter maintenant par téléphone, si vous avez les symptômes en tout cas du Covid. Le coût aujourd'hui d'un appel et donc d'une notification après par SMS des résultats est à peu près de 2 €. Et cette start-up ambitionne effectivement de se développer au Luxembourg et pourrait, si tout se passe bien, en fait analyser l'ensemble de la population qui est d'un peu plus de 600 000 habitants en simplement quelques heures. En tout cas, ça permettrait de faire un pré-diagnostic, pourquoi pas, pour 2 €. Tout à fait. On voulait aussi que vous nous présentiez quelques événements majeurs là, parce que c'est la rentrée. Il va se passer quand même beaucoup de choses au niveau de l'écosystème start-up chez vous. Qu'est-ce qu'il y a comme événement majeur à ne pas rater ? Alors, à ne pas rater, aujourd'hui et demain, ça se déroule, donc à côté de Luxembourg, ça se déroule à Metz. C'est le salon GEN, Grand Est numérique, pour lequel justement l'écosystème start-up luxembourgeois est partenaire. Donc c'est vraiment la grande conférence tech de la région du côté lorrain, avec donc des partenariats très proches entre les deux écosystèmes. C'est aussi la force du secteur transfrontalier ici. Et on enchaîne en fait dès la semaine prochaine avec aussi la grande conférence tech luxembourgeoise qui était censée se dérouler au printemps et donc qui va se dérouler maintenant à cette rentrée, qui s'appelle ICT Spring, et également une grande conférence avec des centaines d'intervenants. Ces deux événements vont principalement se dérouler effectivement en virtuel, mais on pourra tout à fait suivre les conférences, les interventions des invités, pouvoir également rencontrer toutes ces personnalités via des plateformes qui ont été créées spécialement pour l'occasion. Et enfin, j'avais envie de vous parler d'une dernière actualité, puisqu'au Luxembourg, le programme phare d'accompagnement des startups qui a été lancé par Lux Innovation, qui est l'agence de promotion de l'innovation au Luxembourg, et le ministère de l'économie, recherche 5 startups dans le domaine de la santé, dans le domaine médical, pour pouvoir les accompagner. Et l'avantage de ce programme, qui a déjà accompagné quelques dizaines, même déjà plus d'une centaine de startups, c'est vraiment de pouvoir aussi bénéficier d'une aide publique de 150 000 € de la part de l'État pour développer son projet et sa startup. Donc voilà, avis à toutes les startups tech dans le domaine de la santé et du médical. Le programme s'appelle Fit for Start. Et alors ça fonctionne si on est une startup française ? Ça fonctionne si vous êtes une start-up française. Il y a des start-up du monde entier qui candidatent, exactement. Voilà, donc c'est tout à fait possible. Super. On termine avec une fintech italienne pour le coup, Satispay, qui est très active chez vous en ce moment. Pourquoi ? Alors Satispay, effectivement, est très actif au Luxembourg, aussi dans d'autres pays, mais c'est vrai qu'ils ont aussi mis en place une équipe ici. Donc Satispay, ça permet de pouvoir régler ses achats dans des magasins, dans des cafés. Voilà, donc c'est une application vraiment de paiement, mais ils ont un développement, on va dire, assez actif, en tout cas au Luxembourg. C'est un des leaders du paiement mobile en Italie, et ils ont vraiment fait le choix maintenant de se développer en Europe, et notamment à partir du Luxembourg, pour tout ce qui est aussi licence de paiement depuis le Grand-Duché. D'accord, parce que vous êtes des early adopters au Luxembourg, évidemment. Merci beaucoup Charles-Louis Majuron, fondateur de Silicon Luxembourg, pour cet éclairage de rentrée au Grand-Duché. Et puis merci aussi à mes invités d'être restés jusqu'à la fin de Smart Tech.
acteurs qui viennent chahuter, bousculer un petit peu le secteur de l'immobilier avec leur PropTech. Merci à tous de nous avoir suivis. C'est presque la fin de cette émission. On l'a conclu avec 4 jeunes pousses à retrouver dans notre Lab Startup à suivre tout de suite. Et puis nous, eh bien, on se retrouve dès demain pour de nouvelles discussions sur la tech.